Bonsoir, Julie. Bonsoir, Jean-François. Julie, tu étais sur place à Orem devant l'Université Utah Valley la semaine dernière pour recueillir des témoignages à la suite de l'assassinat de Charlie Kirk. On a préparé une brève vidéo de ton topo là-bas, ton voyage là-bas. On regarde ça puis on commente par la suite. What are your thoughts on what happened to Charlie Kirk? You were there when it happened. I think it's a horrific tragedy and a terrible thing that happened. For me, it's really surreal. I think it's a terrible tragedy. Charlie Kirk, I was a fan of his. You were on campus, or were you? I was on campus and I was in classroom, yeah. It is a very interesting situation to have occurred. I think that it kind of sent a shockwave of emotion over the entire nation. I think it's a really hard thing. Charlie, of course, didn't deserve this. All he spoke of was truth and about God and his faith. What do you think the consequences are going to be? Do you think the country's going to be more polarized? Do you think there's going to be violence? I honestly feel like I've seen quite the opposite. I think that there's going to be more of this. A division. So I don't think it can get it much more polarized, to be honest with you. Do you have an idea who would be responsible for his death? To me, what it looks like is just a student that was radicalized. I think it was just a lone person. It's also possible that it was Israel. I just hope it's not from the right. Bibi Netanyahu said he didn't do it. That looked like a very professional job. Clean hit, get out. Nobody else was hurt. I think it's really disgusting how a lot of people are celebrating it. Did you know about his work? I did know about his work. I didn't support him in any way, shape, or form. What did you like about him? His truth-telling. He was a big voice. Everything that he was doing was trying to help people and introduce people to the Lord. His bravery to just go out and just be kind and understanding and wanting to learn other people's opinions. He reached out to my generation and was able to be a voice for us, to help educate us so that we can stand up just like he did for our freedoms and for our values. It was a tragic situation because I don't believe that anybody should be killed over their beliefs. I think this act is going to bring people together and bring more people over to the right side. It's good that we don't all believe the exact same thing because you don't get much growth. You don't grow as a country, you don't grow as a people, as an individual. He said a lot of things that some of us wanted to say. This day and age, people are scared to share what they believe in because something like this could happen. There's better ways to do life. Giving back, loving people, bringing the message of peace. The God that I believe in can take our hardest things and turn them for our good, and I believe that is what is happening. It's just one thing leading up to another, and it's a series of events. And the conclusion of this is going to be that the Lord Jesus Christ will return. I think it just inspires me more to spread the word of God, to spread what I believe in, to spread the love for my country. Can I say a prayer for you? Yeah, of course. Father, I pray for Julie, Lord. I pray as a journalist, I pray that you protect her against the powers of the enemy, that you give her the wisdom. I pray that you take her to important places, Lord God, and you give her a voice around the world. I pray that her work could be heard and be understood. I pray that she be balanced in her judgment in the area of things. We love you, we praise you, and I thank you for giving us the grace to know her. In Jesus' name, amen. Thank you so much. God bless wow. you. God bless you. Julie, dans un premier temps, je veux te remercier d'être allé là-bas. Tu as été là-bas supporté par les productions France-Québec notamment, ce qui t'a permis d'aller là-bas, d'aller recueillir des témoignages sur le terrain. J'ai envie de te poser la question suivante. Qu'est-ce que tu as vu et entendu là-bas qui viendrait peut-être contredire directement le portrait qu'en dressent nos médias au Québec et ailleurs? Ben, tout. OK. C'est hallucinant. La réalité sur le terrain est complètement à l'opposé de la fabrication médiatique du réel, je te dirais. Parce que moi, ce que j'ai entendu dans les médias, c'est que, bon, évidemment, Charlie Kirk, c'est un fasciste, un nazi, un raciste, un homophobe. Et que ses supporters étaient surtout des jeunes hommes blancs, extrémistes, violents. Bon, ça n'a peut-être pas été dit dans ces mots-là, mais c'est l'image, c'est le portrait qu'on voulait brosser
des gens qui suivent Charlie Kirk. Et moi, ce que j'ai découvert sur le terrain, c'est exactement le contraire. Des gens qui étaient pleins d'amour, des gens qui étaient très croyants. Il y a des gens qui m'ont reproché d'avoir interviewé des gens qui étaient pas mal tous, qui pensaient pas mal tous la même chose et qui étaient très croyants, mais c'est les gens que j'ai trouvés sur le terrain. Ouais. Je veux dire, moi, je demandais à des gens au hasard comme ça, sans savoir qui ils étaient, ces gens-là. Et ben, ce que j'ai découvert, c'est que c'est des gens très, très croyants qui adoraient Charlie Kirk. Pourquoi? Parce que c'est un gars qui était justement, qui était très croyant. Hein. Pour lui, les valeurs importantes, c'était Dieu, la famille, le pays. Et donc, moi, ce que j'ai découvert, c'était des personnes pleines d'amour et de paix. Hein. Il n'y avait pas d'appel, aucun appel à la vengeance, malgré tout ce qu'on a entendu dans les médias. Donc, je pense que les médias ont... Bon, à quel point c'était volontaire, je sais pas, là. Je pense qu'il y a beaucoup d'ignorance dans les médias, hein. Les journalistes, les chroniqueurs, pour parler de ce qui s'est passé la veille, ben, ils vont lire d'autres journaux, puis ils vont prendre ce qu'ils ont, puis ils vont répéter les mêmes choses. On a entendu toutes sortes d'absurdités sur Charlie Kirk, toutes sortes de faussetés. Et je pense que c'est ça, ce qu'on découvre sur le terrain, c'est quelque chose de complètement différent et des gens qui appellent au calme et justement à la prière, beaucoup. Mais à quoi tu attribues ce clash-là médiatique par rapport à ce qui se vit sur le terrain? Ben, écoute, je pense, comme je disais tout à l'heure, tu sais, je veux dire, avant qu'il soit assassiné, je pense que probablement 99% de la classe médiatique n'avait aucune idée de qui était Charlie Kirk, au Québec du moins. Et le lendemain, c'était tous devenus des spécialistes de Charlie Kirk et qui nous disaient que, bon, qui lui mettaient plein d'étiquettes dessus, là, c'était un fasciste, un nazi, etc., ce qui est totalement faux. Moi, je peux pas dire que je suivais Charlie Kirk, mais j'ai vu plusieurs de ses vidéos, je te dirais, depuis les 2 dernières années. Donc, pour moi, c'était comme évident que ça concordait pas du tout là, avec le personnage. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces journalistes-là, ces chroniqueurs-là? Le lendemain d'un événement comme ça, ils vont voir ailleurs qu'est-ce qu'on dit sur Charlie Kirk et ils répètent ce qu'on dit sur Charlie Kirk. C'est des perroquets d'information. Oui, exactement, exactement. Oui. Julie, as-tu le sentiment, par rapport à tout ce que tu me racontes là aujourd'hui, de vivre dans 2 mondes parallèles, soit celui des vigiles pacifiques et des citoyens endeuillés, et celui d'une dystopie médiatique fabriquée de toutes pièces? Absolument, absolument. Je veux dire, là-bas, j'ai pas vu, comme je disais, aucun appel à la violence. C'est des gens qui se recueillaient. Il y avait une tonne de messages par terre. Il y avait un trottoir là qui longeait un peu le terrain du campus. Il n'y avait que des messages d'amour et de paix, des gens qui refusent la violence, hein, qui disent on doit utiliser nos mots, la violence n'a pas sa place ici. Donc, le portrait médiatique qui est passé d'extrémistes violents, c'est d'une fausseté abyssale. Ouais. Et c'est désolant de voir ça. Et d'ailleurs, je pense pas qu'il y ait aucun journaliste québécois qui se soit rendu sur le terrain, à part moi. Et puis même là-bas, j'ai vu des journalistes d'NBC et puis, bon, ils étaient à côté de la vigile, mais je les ai pas vus faire comme moi et se promener à travers les gens et poser des questions aux gens. Ils allaient probablement sur place avec déjà une idée préconçue, puis le rapport déjà ficelé pour diffusion quasiment immédiate. C'est l'impression que ça donne. Et moi, j'ai demandé au journaliste qui était là, j'ai demandé de faire une entrevue avec lui. Moi, de l'interviewer. Donc, j'ai demandé si je pouvais lui poser des questions. Puis, ça m'a dit non, je peux pas, on peut pas. Donc, je dis, malheureusement, vous avez pas de liberté, hein, les journalistes. C'est malheureux. Tout à fait. Est-ce que cette folle dystopie n'est pas justement créée pour instiller la peur, non seulement de Charlie Kirk, mais de ses idées, puis aussi en lien avec le débat libre qui sortirait du narratif dominant? La droite qui se lève, les valeurs religieuses. Est-ce que tu as eu l'impression que, justement, on se sert de ça pour, justement, instiller une peur par rapport à ce qui s'est passé, pour pouvoir focaliser encore davantage sur le narratif dominant, puis soustraire ce narratif-là qu'on qualifie peut-être d'extrême droite religieuse ou tout ça? Oui, oui, absolument. Ben, c'est sûr que, je veux dire, peu importe, tu sais, je veux dire, on ne sait toujours pas à ce jour qui est vraiment derrière cet assassinat-là. Hein? Le discours officiel, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas avec ça. Sinon, je crois que sa mort est quand même récupérée par les conservateurs, hein, pour galvaniser les troupes.
Et justement, il y a une espèce, on voit vraiment qu'on tente de lier vraiment la foi avec le politique. Et je comprends que ça peut faire peur à bien des gens. Mais oui, je pense que c'est vraiment l'idée de ça. Et je pense pas que c'est tous les journalistes qui se disent ah oui, on va créer de la division. Vraiment pas. Mais je pense que les personnes qui sont à l'origine de toute cette désinformation-là sur Charlie Kirk, je pense que leur but, c'est en effet de diviser la population et peut-être je sais pas, d'inciter les gens à la violence, mais de toute évidence, d'après ce que moi j'ai vu sur le terrain, la violence ne viendra pas de la droite parce que j'ai entendu personne appeler à la vengeance. C'est vraiment des gens qui sont tout à fait pacifiques. Même le jeune homme que j'ai interviewé, qui disait, bon, c'est peut-être Israël qui est derrière ça, lui se disait plus à droite encore que Charlie Kirk. J'imagine. Donc, et il est tout à fait pacifique, puis il se disait, j'espère qu'il n'y aura pas plus de violence et puis que les gens vont rester calmes. Et c'est un gars qui était très, très croyant aussi. Ouais. Donc, moi, je n'ai vu que du pacifisme. Écoute, je sais que tu l'as adressé, mais à la lumière, je veux creuser un petit peu plus loin parce qu'il y a peut-être des analogies ou des liens qu'on peut faire avec la question que je vais te poser. À la lumière de ce que tu as constaté sur le terrain, est-ce que l'assassinat de Charlie Kirk n'est pas déjà instrumentalisé pour justifier davantage de censure, de division et de contrôle social comme on l'a vécu du temps du COVID? Oui, puis là, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'autre clan qui veut censurer. Donc, à l'époque de la COVID, c'était ce qu'on appelle la gauche. J'aime vraiment pas ces étiquettes-là, là. Je les utilise parce que c'est plus simple pour... Monsieur, madame, tout le monde. Pour monsieur, madame, tout le monde. C'est plus simple pour monsieur, madame, tout le monde à comprendre quand on utilise gauche-droite. Absolument. Mais bon, je considère pas les démocrates aux États-Unis comme étant de la gauche, là, mais de toute façon, ces étiquettes-là veulent plus vraiment rien dire. Non. Mais on voit que les autorités, peu importe qu'elles soient de droite ou de gauche, elles ont tendance à vouloir censurer l'autre camp. Donc, tous les conservateurs qui critiquaient le fait que les démocrates censuraient à l'époque de la COVID, bien, ce sont eux aujourd'hui qui veulent censurer, qui veulent canceller des personnes comme Jimmy Kimmel, par exemple. Ce sont des gens qui veulent instaurer des lois sur le discours haineux. Hein? Pam Bondi, il y a eu un backlash, comme on dit en bon québécois, quand elle a voulu justement instrumentaliser, pour moi, c'est de l'instrumentalisation, là, instrumentaliser l'assassinat pour instaurer des lois sur le discours haineux. Au Canada, on a ce genre de loi-là, mais aux États-Unis, ils n'ont pas ce genre de loi-là, justement parce que le gouvernement, les tribunaux ne veulent pas que le gouvernement puisse décider qu'est-ce qui est un discours acceptable ou non. Donc, la liberté d'expression aux États-Unis est beaucoup plus grande qu'au Canada. Et ça, parfois, ici, on a de la difficulté à comprendre. Oui. Julie, tu as parlé de gens ordinaires qu'on considère souvent comme insignifiants. On ne veut pas avoir leur opinion, puis on l'a vu même pendant le COVID, on traitait certaines personnes de coucou, d'insignifiants, de tourista tata ou peu importe. Est-ce que cet événement n'illustre pas justement le divorce complet entre les élites médiatico-politiques qui imposent un récit et la réalité vécue par les citoyens sur le terrain? Oui, vraiment. J'écoutais, j'ai pas écouté toute la cérémonie au complet, là, c'était quand même 10 heures. Mais ce que j'ai entendu beaucoup de division là, de la part de Trump qui parlait de ses ennemis, comment il déteste ses ennemis, alors que sur le terrain, les gens ne parlent pas de ça. Ils ne parlent pas des ennemis. Je pense qu'il y a vraiment un désir de discussion et justement, c'est pour cette raison-là que les gens aimaient tant Charlie Kirk, parce que c'est un gars qui allait sur les campus pour discuter, surtout avec des gens qui ne pensaient pas comme lui. Et certains disent que, non, son but, c'était pas de communiquer, c'était d'influencer, de convaincre. C'est vrai, c'est un gars qui essayait de convaincre les gens que lui, sa façon de voir les choses était
est probablement meilleur, mais qui n'essaie pas de faire ça? Quand on discute, on essaie justement de faire valoir son point de vue. On essaie de comprendre l'autre, mais c'est sûr que le but ultime, très souvent, c'est de convaincre, là. Mais oui, il y a en effet une grosse déconnexion entre le politique et les gens sur le terrain. Et moi, le but de ma démarche, dans le fond, c'était justement de parler aux gens ordinaire. Parce que ce qu'on voit justement dans les médias, sur les réseaux sociaux, souvent, ce sont justement des figures politiques ou des figures, des personnalités très publiques, hein. C'est leurs opinions qu'on entend. Et l'homme, le citoyen là, ordinaire, là, lui, qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Moi, ça m'étonne que les gens ne pensent pas que ce soit important. Parce que les gens qui me disent ça, je leur dis, OK, donc si tu penses que l'homme de la rue n'est pas important, ben, je ne tiendrai pas compte de ton commentaire. Je veux dire, c'est nous qui faisons un pays. Et c'est ce que je disais. L'Amérique ou les États-Unis, c'est l'ensemble de ses citoyens. C'est pas juste Donald Trump et Joe Biden. Oui. Dans tes Vox Pop, je lis certains craignent que cet assassinat galvanise la droite conservatrice et serve de prétexte à de nouvelles structures ou de nouvelles fractures, je veux dire, sociales. Mais à qui profite réellement cette division? Ah, ben ça, c'est une très bonne question. À qui ça profite? C'est la question. À qui profite cet assassinat? Et là, il y a toutes sortes de choses qui circulent sur les réseaux. C'est hallucinant. Tu as sûrement vu ça passer. Il y a toutes sortes de théories qui circulent. Écoute, à qui profite le crime? Ben, ce qu'on peut voir en ce moment, c'est que ça profite vraiment à la droite conservatrice, au camp Trump. Ça, c'est évident. Est-ce que ça veut dire nécessairement que ce sont eux qui sont derrière ce coup-là? Je pense pas. Des fois, on pose des gestes en espérant que ça ait un certain effet, alors que ça a l'effet contraire. Et je pense que le meilleur exemple, c'est la COVID, hein. Durant la COVID, on a essayé vraiment d'écraser, d'opprimer les gens qui contestaient le discours officiel. Et ça a donné quoi? Ça a donné le plus grand mouvement de contestation, je pense, de l'histoire. Et c'était dans tous les pays. Donc, dans tous les pays, je veux dire, c'était un mouvement qui était multinational, hein, un mouvement de résistance multinational. Donc, est-ce que les gens qui étaient derrière ça, ce coup d'État sanitaire-là, est-ce que c'est ce qu'ils voulaient créer? Est-ce que ça profite à ces gens-là? Je crois pas. Ouais. Donc, et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui font des analyses simplistes sur ce qui s'est passé. Et je pense que c'est quelque chose on va avoir des réponses au fil du temps. Je pense pas qu'on a des réponses aujourd'hui. Je pense que personne aujourd'hui ne peut dire qui est derrière ça, à qui ça profite réellement. Je pense que c'est une question, oui, c'est la question la plus importante, je crois, mais je pense pas qu'on ait des réponses aujourd'hui. Cela dit, est-ce que ça sert le citoyen moyen? Visiblement pas. Hein? On voit que le but, c'est d'instaurer la division. Mais honnêtement, d'après ce que j'ai vu sur le terrain, ça ne fonctionne pas. Et même les gens de gauche à qui j'ai parlé, très peu de gens qu'on pourrait qualifier de gauche ne voulaient pas s'exprimer devant la caméra. Mais ce qu'ils me disaient, c'est que ceux à qui j'ai parlé off the record m'ont dit... écoute, on n'aimait pas le gars, on n'aimait pas ses propos, mais c'était quand même pas une raison pour qu'il se fasse assassiner, puis l'Amérique, c'est pas ça. Oui. Julie, on voit une réalité qui est vraiment présente aux États-Unis. Il y a beaucoup de croyants qui ne se cachent pas pour parler leur foi puis exposer leurs convictions chrétiennes. Si on fait un parallèle avec ce qui se vit aux États-Unis, et puis, l'accessibilité que ces gens-là ont à communiquer leur foi même devant le micro, quel lien tu peux faire avec le Québec d'aujourd'hui? Ben écoute, au Québec, on le sait, hein, il y a vraiment, moi je trouve, une aversion pour les croyants. Hein? Et ça, je l'ai vu dans les commentaires. Il y a des gens qui me disaient, telle personne, je trouvais que ça avait du sens ce qu'elle disait jusqu'à temps qu'elle parle de Jésus. Là, elle m'a perdu complètement. Mais en quoi le fait de croire
en Dieu. En fait, en quoi le fait d'être croyant, ça décrédibilise tes propos sur autre chose. Ah, ben là, ça t'aveugle, ta foi t'aveugle. Des gens qui m'ont accusé, moi, d'être aveuglée par la foi, alors que, je veux dire, moi, je suis pas religieuse, là. Moi, je suis allée sur le terrain, j'ai pris les propos de ces gens-là. J'irai pas censurer la fin d'un message parce que ça parle de Jésus. Je veux dire, pour moi, c'est pas mon travail. Et c'est la réalité là-bas. Les gens sont très croyants. Et au Québec, je pense que vraiment, on a un problème. Il y a énormément de mépris pour les gens qui sont croyants. C'est comme si le fait d'être croyant, ça empêchait une personne d'être rationnelle, d'être intelligente, d'être factuelle. Et ça, je trouve que c'est très, très grave. Je pense qu'au Québec, quand on a rejeté la religion, on a rejeté aussi la spiritualité avec l'eau du bain. Et je pense que les gens ont de la difficulté à faire la différence entre religion et spiritualité. Ouais. Et les gens ne connaissent pas la réalité des croyants d'aujourd'hui, tu sais. C'est comme... Je pense qu'on est resté avec une idée très négative. Ouais. C'est comme si de... la religion, où Jésus, Dieu, était au même pied d'égalité que la Terre plate. Ouais, exactement, Ouais. exactement. Ma dernière question pour toi en terminant, Julie, est-ce que tout ça ouvre encore un débat sur justement la possibilité ou pas d'avoir encore aujourd'hui des débats publics où ça fait peur et il n'y a plus personne qui ose se lever pour débattre publiquement sur ses convictions parce qu'on vit dans un monde où c'est de moins en moins possible de le faire à cause de cette stigmatisation-là, polarisation-là de la droite versus la gauche? Ben, écoute, peut-être que le message de cet assassinat-là, c'était justement, peut-être que ça avait pour but justement de faire peur aux gens, de les empêcher de s'exprimer ou du moins d'avoir un effet refroidissant sur le discours. Mais tous ceux à qui j'ai parlé m'ont dit, ben non, moi, ça m'inspire encore plus à parler. Ça fait J'ai l'effet encore contraire. plus... Ça a exactement l'effet contraire. Est-ce que, si je regarde nos médias ici chez nous, il semblerait qu'ils ont absolument rien appris de l'épisode COVID parce que, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu passer, j'ai pas vu personne qui est invité dans les médias mainstream pour donner un point de vue qui était différent du point de vue fasciste, nazi, etc., sur Charlie Kirk. Ouais. Donc, il y a quand même Benoît Dutrisac là, qui a fait une petite sortie en disant, écoutez, là, le gars, là, c'était pas une raison pour le tuer, puis on n'a pas à rire de sa mort, etc. Mais je trouve que au Québec, en tout cas, c'est très évident qu'il y a un seul discours qui est admis. Et ça, je pense que c'est très dangereux, justement parce que ça rend la discussion très difficile. Il y a plein de gens autour de moi qui me disent on n'est plus capable d'avoir de discussion. Comme le monsieur, par exemple, aux États-Unis, qui disait ben moi, j'ai une tante qui est très de gauche, puis on se taquine, tu sais, on n'est pas d'accord, mais moi, j'essaie de comprendre son point de vue. Puis j'ai l'impression qu'au Québec, ce n'est plus possible. Ouais. C'est vraiment très, très, très difficile. Et la faute première revient aux médias, parce que c'est à eux de donner l'exemple, c'est à eux de montrer différents points de vue, et ils ne le font pas, alors que c'est leur travail. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Julie, ce soir pour nous relater tes expériences vécues sur le terrain là-bas. C'est vraiment Et merci. Et j'aimerais remercier les gens qui ont fait des dons, hein, parce que oui, c'est les productions France-Québec, mais c'est les gens qui ont donné. Donc, merci beaucoup à ces gens-là. C'est eux qui m'ont permis d'aller là-bas. Merci beaucoup, Julie.